Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors, eh bien aujourd'hui, on va parler de la vision à l'imagination, puisqu'effectivement, lorsque j'avais étudié à un moment donné Prudence Boissière, mécanisme de la pensée, de voir comment fonctionnent nos pensées par rapport à ce qui se perçoit vers l'extérieur, lorsque par exemple, il explique Prudence Boissière, lorsque la lumière vient toucher un arbre et après celui-ci vient toucher votre œil, va produire une empreinte chez vous, c'est-à-dire l'image de ce qui a été perçu. Donc du coup, c'est pour ça que lorsque je parle effectivement des statues, une statue que l'on retrouve à l'extérieur est une statue qui a déjà été imaginée. On est vraiment dans le culte de l'image. Est-ce qu'on peut s'arrêter dans le culte de l'image simplement en se disant, par rapport au veau d'or, par rapport à la tour de Babel, par rapport à toutes ces grandeurs? Alors on va surtout aborder ce qu'on appelle l'humanologie. C'est-à-dire, on va regarder ensemble la description. L'humanologie est une approche scientifique et holistique de la psyché humaine, dont le but est de promouvoir le déploiement de notre propre potentiel. Elle s'appuie sur une connaissance millénaire du fonctionnement du corps, des énergies physiques et psychiques, des paramètres du mental et des exigences de l'âme. Voilà. Alors, bien sûr, là, on passe dans la base des yogis. Donc, on va aborder de la vision à l'imagination par Marc Jeannerod et on va comprendre un petit peu, au niveau sciences humaines, de quoi je fais référence. Alors, nous allons lire ensemble, n'est-ce pas? Si notre système cérébral nous permet de percevoir une image projetée sur la rétine, d'accord, mais aussi d'en comprendre le sens, il est également capable de produire des images mentales en l'absence de toute réalité extérieure. Comprenez? Chaque image, quelle qu'elle soit, possède deux sortes de propriétés. Elle a tout d'abord des propriétés physiques qui tiennent à son support ainsi qu'à son origine. Et là, moi, je parle de l'origine au moment où Dieu dit, tu ne feras pas écrit. Dieu dit, tu ne feras pas d'image taillée. Et plus tard, il lui fait faire deux images de chérubins, ce qui permettait à l'homme, à ce moment-là, à partir du moment où il avait créé, taillé, sous le commandement de Jéhovah, ces images, il s'est dit qu'il était en droit de pouvoir tailler, quelles que soient ces images, en fonction de son imagination. Alors, ça peut être par exemple aussi une photographie sur papier ou une peinture sur une toile. Dans le premier cas, l'image va résulter d'une modification chimique sous l'influence de la lumière, de la surface sensible du papier photo. Dans l'autre, il s'agit de couches de peinture que l'artiste juxtapose les unes aux autres. Voilà. Mais une image a aussi des propriétés sémantiques qui tiennent à son contenu. Ce qui représente signifie, cette propriété sémantique lui confère en fait un sens qui peut être compris par ceux qui la regardent. Donc cette image peut être effectivement taillée. Lorsque Nebuchadnezzar a décidé de faire une statue de sa propre image, de son effigie, il était attendu que les personnes voient la grandeur du pouvoir de Nebuchadnezzar et le reconnaissent. Alors bien sûr, le sens d'une image dépend de la personne qui l'a créée. Cette image taillée dépendait de Nebuchadnezzar. Alors actuellement, on dit que le photographe, en prenant une photo, peut conserver un souvenir ou témoigner de ses opinions. Le peintre, quant à lui, veut exprimer des sentiments ou faire partager son imaginaire. Voyez. Mais les deux sortes de propriétés physiques et sémantiques d'une image sont dissociables. L'image peut changer de support sans changer de sens. Vous voyez, dans le contexte religieux, par exemple. Alors, on peut photographier la toile tout en lui conservant les mêmes propriétés sémantiques. L'informatique nous a maintenant
habitués à la multiplicité des supports possibles pour les images. Si à une époque on pensait qu'on ne pouvait tromper l'œil, aujourd'hui on le sait que l'œil est trompé. On le voit nettement aujourd'hui grâce à l'informatique, grâce à tout ce qui a été mis en place. On sait très bien que parfois on croit avoir vu quelque chose et parfois on s'est trompé sur la chose que l'on a vue. D'ailleurs, j'avais raconté même, vous vous rappelez avec l'histoire du maître où on lui demande d'aller au puits chercher le seau, du moins de prendre le seau, d'aller au puits, de le remplir d'eau et de le ramener. Et lorsque la nuit commençait à tomber, quand l'élève part vers le puits, il se rend compte qu'il y a un serpent enroulé. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas y aller. Donc, il retourne voir le maître. Le maître lui fait, mais non, mais ne t'inquiète pas, va jusqu'au bout. Et va me chercher de l'eau, il ramène. Et au fur et à mesure qu'il s'amène, qu'il retourne vers le puits, il voit au loin cette forme comme ça. Il se dit, il y a un serpent qui est là. Il retourne voir le maître. Bon, le maître, il dit, je vais aller avec toi. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Plus il s'approche, plus il se rend compte que ce qu'il a pris pour un serpent, c'était juste la corde qui permettait d'attacher le seau. En fait, c'était la corde où il y avait la poulie qui permettait d'attacher le seau pour aller chercher l'eau. Vous voyez? Et parfois, ce qu'on voit au loin, ce qu'on pourrait prendre pour une réalité, n'en est pas une. D'accord? Donc, on va parler d'une interprétation de la réalité. Une image est faite avant tout pour être regardée. Lorsque Nebuchadnezzar fait la statue, elle a pour but d'être regardée. Même s'il faut à un moment donné sonner de la trompe pour que les gens s'agenouillent, ils ne vont pas le faire 24 heures sur 24, mais le fait de passer sans cesse à côté de cette image, ils vont s'y habituer. Comprenez? C'est ça qui est intéressant. Et même si ensuite Nebuchadnezzar va faire un rêve d'une image, d'une grande statue avec la tête en or, qui nous parle après de la prophétie de Daniel, même si cette vision qu'elle est perçue parce que Jéhovah lui a emmené cette vision pour lui faire compte et demander à Daniel de la révéler, ça reste néanmoins une image. Voyez. Donc, une image peut avant tout, disons qu'elle peut être regardée. Média d'information, elle peut servir à transmettre des connaissances. Cette image a permis à avoir des connaissances sur la prophétie de Daniel à aujourd'hui, mais aussi à archiver des données, à illustrer un discours. Une image vaut parfois 1000 mots. À raconter une histoire, comme les images d'un film. Parce que quand vous voyez un film en mouvement, ce sont des images les unes après les autres. Elle traverse la rétine et le cerveau du spectateur pour se trouver dans son vécu conscient. Que s'est-il passé? L'image a-t-elle changé une fois de plus de support physique? En poussant plus avant la réflexion, d'autres interrogations s'imposent. Avons-nous des images dans notre cerveau? Comment sont représentées dans le cerveau d'un spectateur les propriétés sémantiques d'une image qu'il perçoit? Pour répondre à ces questions, il nous faut retracer le cheminement de l'information depuis l'image de la réalité extérieure jusqu'à la perception et même au-delà, puisque nous le verrons, l'image peut renaître dans notre conscience sous la forme d'une image mentale en l'absence de toute réalité extérieure. Comprenez? Lorsque vous avez une pensée, lorsque vous avez un souvenir, ce souvenir se place sous forme d'image. On dit que les pensées, que le propre de l'esprit est de produire de la pensée c'est le fait de rassembler des informations, ces informations sous forme d'image. Donc, en décrivant le mécanisme de la perception, nous allons découvrir que notre vision du monde est donc une interprétation et non une reproduction de la réalité. Considérons par exemple le phénomène de conservation de la taille apparente d'un objet en fonction de sa distance, qui est une des interprétations que fait le cerveau des données de la perception. Le même objet présenté à différentes distances, et donc formant des images de tailles différentes sur la rétine, conserve une taille apparente à peu près constante. De même,
Nous ne confondons pas la taille d'un petit objet présent près de nous avec celle d'un objet plus gros, mais, hein, est présentée plus loin. Alors même que la taille de l'image rétinienne de ces deux objets est la même, nous avons cependant besoin, pour éviter la confusion, d'un contexte qui nous donne des indices sur la distance relative des deux objets. La ligne de fuite, par exemple, ou la ligne d'horizon. C'est ainsi que ce mécanisme de conservation de la taille apparente peut être prise en défaut, si bien que deux objets dont les images sur la rétine ont la même taille peuvent nous apparaître de tailles différentes pour peu que l'on change, par un contexte approprié, leur distance apparente. Ainsi, dans l'illusion bien connue, hein, on dira de Ponzon, donc de regarder la photo, deux barres ayant strictement la même longueur nous paraît avoir une longueur différente si elle nous est présentée dans un contexte, un environnement tel qu'ils paraissent de trouver à des distances différentes. Alors bien que les deux barres forment deux images rétiniennes de taille identique, la barre qui paraît la plus éloignée nous apparaît aussi la plus longue parce que nous apparaissant plus loin, elle devrait effectivement être plus longue que l'autre barre pour pouvoir former une image rétinienne de cette taille. Alors tout dessinateur sait que pour qu'un objet paraisse plus ou moins proche dans le dessin, il faut jouer sur la taille réelle. Ce phénomène de la conservation de la taille apparente des objets pour aboutir à déformer la réalité de manière frappante. La Lune, par exemple, nous paraît plus grosse sur l'horizon que lorsqu'elle est en plein ciel. Elle est traitée par le système perceptif comme étant plus grosse, bien que ni sa taille et ni sa distance réelle n'aient changé. On pourrait dire aussi, à ce moment-là, quand on regarde, j'avais parlé d'une vidéo sur le point référentiel. C'est-à-dire, regardez, si je suis figé là, je n'ai pas l'impression d'être en mouvement et pourtant moi-même je suis sur la Terre et la Terre est en mouvement. Vous voyez? Si par exemple, je suis avec une personne en train de discuter, je suis là, ouais, d'accord. Nous, tous les deux, nous avons l'impression de ne pas... On pourrait très bien s'arrêter et se dire on n'est pas en mouvement. Tenez, je prends ce livre, d'accord, je prends ce livre, je le pose, voilà, il est figé, il ne bouge plus. Maintenant, prenons quelqu'un qui va sur la Lune, qui a la possibilité avec une longue vue de pouvoir regarder ce qui se passe sur la Terre. Est-ce que celui qui est sur la Lune va vous voir figé? Non, il va voir, il vous dira, mais non, tu n'es pas figé, tu bouges. Pourquoi? Parce qu'il y aura la rotation de la Terre. Donc, avec la rotation, on va passer de temps en temps, hop, il passe, hop, et on disparaît, on passe, on disparaît. Donc, quand on parle, je l'avais dit aussi sur l'une des vidéos, lorsqu'on dit que la Terre a été fondée en 13,7 milliards d'années, pourquoi on ne pourrait pas croire les hommes? Pourquoi on va dire non, l'homme se trompe, la Terre, Dieu l'a dit, c'est 6 000 ans. Ouais. Mais non. Entre le point référentiel, c'était au moment où Dieu lui construit, n'a pas le même temps que nous, on regarde. Nous, on observe tout par rapport à des mouvements. Rien n'est figé, tout est en mouvement. Donc, on fait des calculs par rapport à ce qui est en mouvement, et non ce qui est figé. Mais ce qui nous permet, dans des règles très compliquées, voire simples pour ceux qui ont la maîtrise de ce travail, effectivement, ils sont capables de vous dire qu'aujourd'hui, la Terre a été construite en 13,7 milliards d'années. Et le nombre d'années qui sont prévues tel que l'homme l'a conçu n'ont rien à voir avec le temps que Dieu, lui, a mis pour créer. C'est exactement quand l'homme se dit être figé sur Terre et que quelqu'un, au niveau de la Lune, nous verra en rotation. J'espère que vous avez compris. Donc le système nerveux qui traite l'image formée sur la rétine n'est donc pas un simple écran sur lequel serait projetée l'image provenant du monde extérieur. Il n'y a pas dans le cerveau d'image continue étalée sur la surface du cortège cérébral. On peut d'ailleurs facilement s'en convaincre d'un seul point de vue logique. S'il existait en effet dans une zone du cerveau une image qui recopie, celle-ci qui se forme sur la rétine,
il faudra concevoir une autre zone du cerveau qui analyserait à son tour cette image cérébrale, et ainsi de suite jusqu'à l'infini, sans qu'on puisse trouver bien sûr la solution au problème de la perception. Alors, de la perception au sens. En fait, la partie du cerveau qui est connectée à la rétine, le système visuel, puisque on parle bien lorsque que l'on soit dans la réalité extérieure ou dans la vision de Nebuchadnezzar, on parle bien d'un système visuel. Quand je rêve et que j'ai une vision ou j'ai quelque chose qui apparaît dans mon rêve et autres, je l'ai bien vu, j'ai bien vu cette image, j'ai bien vu. Donc on peut avoir une image taillée dans la réalité et taillée tel que Nebuchadnezzar l'a vu. Pour nous, en dessin, on ne la voit pas en 3D parce qu'on nous la montre en image, mais cette image, elle était taillée à l'intérieur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, la conscience, lorsqu'on parle de l'inconscient, l'inconscient, c'est la conscience, mais intérieure. Et il y a notre conscience extérieure de voir les réalités. Il y a le subconscient qui est au même niveau que l'inconscience, qui lui traite, lorsque les informations sont données, et en traite la majeure partie. Et il y a la conscience qui, elle, traite, qui est la conscience intérieure. Donc, il y a des traitements des données qui sont faits. Donc, la partie du cerveau qui est connectée à la rétine, le système visuel, décode les signaux que lui envoie la rétine sous la forme de petites unités d'information. Ces unités d'information concernent, pour chaque point de l'espace, l'intensité lumineuse, la longueur d'onde de lumière. Ainsi, grâce à ces données, les frontières entre des zones de contraste différents conservent leur localisation spatiale lorsqu'elles arrivent dans les différents relais du système visuel et particulièrement dans le cortex visuel, si bien qu'elles contribuent à former c'est quoi qui s'affiche devant moi là? Lorsqu'elle... Non, j'ai quelque chose qui s'est mis devant mon écran. Entre les zones de contraste différents concernent leur localisation spatiale lorsqu'elles arrivent dans les différents relais du système visuel et particulièrement dans le cortex visuel, si bien qu'elles contribuent à former sur le cortex une carte de la rétine, une carte rétinotopique. Il existe en fait plusieurs de ces cartes dans différentes aires du cortex, environ une trentaine, chacune étant spécialisée pour élaborer, à partir des données rétiniennes, un certain aspect de la perception, la couleur, l'orientation des contours, les détails fins, le mouvement, etc. Vous voyez qu'on a énormément avancé par rapport au livre de Prudence-Boissière sur le mécanisme de la pensée. Et oui, et il n'est pas d'aujourd'hui, Prudence-Boissière. C'était un ouvrage, c'était un auteur de 1883. Vous voyez qu'on a quand même énormément avancé avec la technologie. Je ne dis pas grâce à la technologie, mais avec la technologie. Donc la perception, la représentation que nous nous faisons du monde extérieur résulte d'un processus qui assemble pour chaque point de l'espace le résultat des traitements opérés dans chaque carte rétinotopique. Cette masse d'informations distribuées, provenant de multiples régions du cortex cérébral, continue donc une première mise en forme des propriétés physiques de l'image perceptible. Vous savez, on le voit bien aujourd'hui avec le néocortex préfrontal, tout ça. Quand quelqu'un, aujourd'hui, regardez la pression que met le gouvernement pour la Covid, pour le vaccin, si vous ne prenez pas ce vaccin, c'est fini pour vous. Et en fait, qu'est-ce qu'il crée? Il crée une perception de notre avenir, d'un avenir négatif. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il provoque chez vous de l'angoisse, de la peur. Rappelez, entre vous et la peur, il y a un espace. Et ils sont en train d'essayer, dans cet espace, de faire jouer ce qu'on appelle l'amygdale du cerveau. L'amygdale du cerveau a pour but, si vous voulez, si on la travaille bien, de permettre à produire de la sérotonine, de la dopamine et autres. Si on crée une angoisse, une peur, plus cet espace va être pris par la peur et l'angoisse, moins vous allez créer de sérotonine, moins vous allez vous sentir heureux,
plus vous allez abaisser votre système humanitaire, et plus vous avez de risques de tomber malade. C'est un petit peu, et on va dire, c'est même ce que recherche le gouvernement, et les gouvernements dans tous les pays, puisque là, on est dans un ordre mondial, où là, on parle vraiment d'un problème mondial. On n'est même plus dans le problème de la France. Et donc, effectivement, on essaye de vous culpabiliser. Regardez, moi si vous qui avez été ex-témoin de Jéhovah, vous savez très bien comment ça fonctionne. On vous met la pression, on vous rend responsable, et on vous écarte de doucement. Et puis après, sûrement, vous êtes écarté complètement. C'est ce que fait la secte républicaine. Elle est en marche pour créer ce chaos, pour imposer un vaccin qui n'est pas si dangereux qu'elle le laisse penser, du moins que nous on le pense, elle le pense, mais nous, on sait très bien que ce sont des erreurs, de toute manière que c'est une manipulation humaine, mais c'est surtout la perception de vous montrer un avenir. Si vous ne prenez pas ce vaccin, voilà votre avenir, il est là. Donc effectivement, votre imagination, elle va agir ainsi, et c'est pour ça que lorsque l'on va commencer après à aborder vraiment le cap, je dis bien, du culte de l'image, parce qu'on va rentrer dans le culte de l'image, mais il y a des processus avant d'y rentrer. C'est pas simplement comme ça. Il faut arrêter de regarder l'Ancien Testament, il faut peut-être un petit peu plus être à l'écoute de Jésus et de la bonne nouvelle. Le souci, c'est qu'on écoute, on parle sans arrêt de la bonne nouvelle tout en étant négatif et en pensant qu'on est prêt. On a envie de la fin du monde. Il faut le reconnaître quand vous discutez avec les personnes. La bonne nouvelle, Jésus va intervenir. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Il y a un bug là, mon pote. Arrête-toi, il y a un bug. Non. Avant d'en arriver là, comme je le dis, et je vous le dis, quand Dieu interviendra, c'est vraiment parce qu'à ce moment-là, l'homme n'aura plus son libre arbitre. Il sera complètement amené à être pensant en fonction de ce que lui demande la société. Alors, pour comprendre le processus mental qui aboutit à la création d'une représentation consciente, donc on peut le voir à partir de statues, effectivement. Vous vous promenez, vous voyez des monuments, vous voyez des statues, il y a une mémoire collective, puisque un monument, c'est une mémoire collective de personnes qui ont pu combattre ensemble. Désolé pour le bruit, c'est le chat qui joue avec un carton. Il va se faire remarquer, comme quoi. Et donc, effectivement, il faut en être conscient. Il y en a qui appellent ça la pleine conscience. Donc, nous devons maintenant envisager d'autres transformations qui vont donner à la perception son caractère intelligent. L'existence d'illusions, comme celle donc de Ponzo, nous a montré que la perception n'est pas une pure copie de la réalité, puisqu'elle peut se tromper, mais qu'elle tient compte des relations entre les objets de l'ensemble du contexte formé par la scène visuelle. Le monde passe, la scène de ce monde passe. Nebuchadnezzar, effectivement, avait fait une mise en scène, une énorme statue, un obélisque, quelque chose où on voit sa puissance, mais comme on le retrouve aussi dans le peuple égyptien, comme on l'a vu aussi chez le peuple grec, chez le peuple romain. On est en admiration. Ne me dites pas que vous ne l'êtes pas. Quand vous voyez des aqueducs comme ça, vous dites, mais comment à l'époque, les mecs ont pu construire ça, quoi. Nous, aujourd'hui, vous voyez, c'est les moyens d'époque. Quand vous passez l'Arc de Triomphe, les visiteurs viennent voir ce culte romain. C'est un culte, quelque part. Les gens viennent voir ce monument. Vous voyez, les photos et autres. Voir la tour Eiffel, la statue de la liberté. Donc, on a dit, puisque la réalité, en fait, la perception que nous avons dans la réalité peut se tromper, donc même qu'elle tient compte des relations entre les objets, de l'ensemble du contexte formé par la scène visuelle, d'accord? En un mot, qu'elle va bien au-delà de ce qui est directement présent dans l'image rétinienne.
Ce problème de la transformation d'une réalité nerveuse, cérébrale, en une réalité mentale, c'est-à-dire une représentation, doit être abordée à un autre niveau de fonctionnement du système nerveux. Il ne s'agit plus seulement de déterminer à quel stimulus ou à quel paramètre d'un stimulus la couleur d'une source lumineuse, l'orientation d'un contour, répond un neurone ou une petite population de neurones. Il s'agit plutôt de déterminer la similarité ou les différences entre deux objets, leur taille, leur forme, leur orientation, leur distance par rapport à l'observateur. Vous voyez, les deux chérubins, dans quel but ils ont été taillés? Les deux chérubins, dans quel but ils ont été taillés? La statue de Nebuchadnezzar, dans quel but elle a été taillée? On parle de Babylone, effectivement, aujourd'hui on en parle encore. Est-ce que Babylone n'a pas atteint cette grandeur? Parce qu'aujourd'hui, si elle ne l'avait pas atteint, est-ce que vous en parleriez? Non. Si on voit les vestiges. Aujourd'hui, on voit les vestiges de l'Égypte, on en parle encore. Aujourd'hui, on parle de la Grèce, on en voit les vestiges. Tout comme les Romains, on en voit les vestiges. Après, c'est vrai qu'il va falloir s'orienter sur la grande prostituée. Eh oui. Donc, pour fournir des réponses à ces questions, le système nerveux doit résoudre les problèmes posés par les ombres. L'occlusion partielle d'un objet par un autre. Les déplacements relatifs des deux objets. Ce mode de traitement est indispensable pour pouvoir détecter la présence d'un objet et l'individualiser par rapport à ceux qui l'entourent. Effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'au loin vous pensez percevoir un serpent, alors que c'est juste une corde qui est enroulée avec la poulie, voyez, on se fait parfois nos propres peurs. Hein. Alors, il est aussi responsable de la conservation de la taille dont nous avons déjà parlé ou de la conservation de la forme. Un objet ne forme jamais deux fois la même image rétinienne. L'éclairage, l'incidence de vue, la distance changent à chaque instant et pourtant l'objet est reconnu. Effectivement, comme disait Prudence Boissière, si une personne s'arrête sur le bord de la route, excusez-moi, je cherche mon chemin, je voudrais aller à tel endroit. Le gars, il n'est pas botanique, il va vous dire, vous allez aller tout droit, vous faites à peu près 100 mètres, vous voyez, calculez une distance, et juste là, vous allez voir sur la droite, il y a un arbre. Il ne vous dit pas si c'est un peuplier, si c'est un bouleau, quoi que ce soit, ou un chêne ou quoi. Il vous dit, il y a un arbre. Et là, juste à droite, vous tournez et vous continuez tout droit. Le mec, OK, remercie, il va tout droit. Est-ce qu'il va calculer les 100 mètres? Chacun n'a peut-être pas la même perception. Hein. En tout cas, des fois, on se trompe un petit peu hein, sur la distance. Et là, il va voir un arbre. Tiens, c'est l'arbre qui m'a parlé. Mais comment tu peux savoir si c'est cet arbre-là, puisqu'il n'a pas désigné cet arbre? Et pourtant, tu sais que c'est cet arbre-là et tu vas tourner à droite. Voyez. Donc, c'est intéressant. Alors, ce qui veut dire qu'un objet ne forme jamais deux fois l'image rétinienne, mais malgré tout, on peut dire que lorsque ces problèmes sont maîtrisés, lorsque d'autres questions surgissent sur le degré de familiarité de l'objet, qu'il est reconnu ou non, sur la catégorie à laquelle il appartient, est-ce un objet naturel, comme un oiseau, ou une fleur, ou un arbre, ou bien un objet fabriqué. Par exemple, une table ou une voiture. Sur son édité, comment s'appelle-t-il? En d'autres termes, on passe insensiblement du décodage de la réalité physique à son traitement sémantique au terme duquel l'objet est reconnu. Cette reconnaissance va mettre en jeu des systèmes encore plus élaborés que les précédents où interviennent les connaissances stockées en mémoire, l'expérience antérieure ou les apprentissages du sujet
mais aussi les capacités à raisonner et à faire des inférences. C'est pourquoi aujourd'hui on est de plus en plus amené à ce genre d'études. C'est pour ça que là on croit que ça y est, demain c'est la fin du monde avec la Covid. Non, on en est loin, et encore loin. Il y a encore beaucoup de travaux à faire. Il y aura peut-être des guerres, des révolutions, il y aura encore pas mal de choses. Mais on en est encore très très loin. Bon, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, qui sera dans la continuité de celle-ci. Allez, à plus.